Merci encore une fois de plus de votre aimable et constante fidélité à Chérif la télévision qui est disponible sur Canal+. Bonjour, bonsoir mesdames et messieurs. Bienvenue dans cette nouvelle édition de votre émission hebdomadaire appelée 100 langues de bois. Alors, comme vous le savez déjà, le Mali, notre pays, souffre dans sa partie centrale, notamment dans la région de Mopti, d'une escalade de violence attribuée, je dis bien attribuée, à des conflits intercommunautaires qui connaissent un pic depuis l'année dernière en raison d'une énorme confusion créée par certains groupes d'autodéfense agissant au nom d'une ethnie. Alors face à tout ce cycle de violence qui exacerbe la sensibilité, parfois la dignité de nos concitoyens, les décideurs au plus haut niveau du pays multiplient les actions, les mesures concourant à circonscrire justement ce phénomène qui prend des proportions très alarmantes. La crise dans le centre du Mali, c'est le thème qui sera débattu dans l'émission d'aujourd'hui. Et pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir dans ce studio des acteurs clés de la question. À ma droite, nous allons accueillir Monsieur Hamadoun Diko. Hamadoun Diko est le président jeunesse de l'association appelée Tapital Poulako. Bonjour, bonsoir Monsieur Diko. Bonjour, vous allez bien? Bienvenue sur le plateau de 100 langues de bois. Merci beaucoup. Tout de suite, à ma gauche, nous avons Monsieur Draman Yalkoui qui se trouve être à la tête d'une autre association appelée Djina Dogon. Monsieur Draman Yalkoui, bienvenue dans ce studio pour l'émission 100 langues de bois. Merci, Monsieur Djara. Comment allez-vous? Je vais bien. Ça va? Ça va, merci bien. Bien, merci. Alors, nous avons en face deux associations et ça voudrait dire que le sujet est d'actualité et le sujet intéresse tout le monde. Je poursuis la présentation. Nous avons parmi nous un doyen et qui représente la société civile aujourd'hui. Il s'agit de Monsieur Amadou Bokar Teguete, qui est le vice-président du Conseil national de la société civile. Bonjour, bonsoir, Monsieur Teguete. Bonjour, Monsieur Dia. Merci de nous avoir donné l'occasion, comme on le dit, mieux vaut tard que jamais, parce qu'il fallait vraiment qu'on commence avant aujourd'hui. Et que vous ayez l'idée de nous convoquer, je crois que c'est une très bonne chose. Et le Conseil national de la société civile considère qu'il est acteur et victime à la fois. Donc il est très bon qu'on en parle et qu'on dise ce qu'on pense réellement. Nous aurons certainement l'occasion de rentrer dans tous les détails au cours de cette émission, Monsieur Teguete. Merci beaucoup. Merci surtout d'avoir répondu à notre invitation. Et enfin, pour la présentation, à ma gauche, vous avez Monsieur Samasekou, Mama Samasekou, qui est le coordinateur de la plateforme appelée Sauvons la région de Mopti. Bonjour, bonsoir, Monsieur Samasekou, et bienvenue. Bonjour, merci. Merci, Brodox. Vraiment, nous vous invitons, nous vous remercions pour cette invitation. Nous sommes très contents qu'on parle du problème des centres sur votre plateau. Et comme l'a dit Diko, vous avez les acteurs clés. Et Inch'Allah, dans le déroulement du programme, vous aurez le maximum d'informations. Et l'ensemble des Maliens seront informés de ce qui se passe réellement au centre. Parce que ça, c'est comme si des gens qui ont la main dans la pâte que vous avez pioché pour amener sur votre plateau. Absolument. On est là. C'est par preuve de bonne citoyenneté également que nous faisons cette émission. Alors, d'entrée de jeu, les deux associations assez représentatives sont quand même là. Les petites tensions et guéguerres entre éleveurs considérés en majorité comme des peuls et agriculteurs interdisant justement le passage des troupeaux au milieu de leurs champs sont-elles réellement à l'origine des conflits interethniques qui ont fini par s'amplifier pour aboutir au cycle de violence auquel nous assistons aujourd'hui, Monsieur Diko? Merci. Avant tout, je vais attirer l'attention de tout un chacun, parce que nous, en tant qu'association, et surtout représentants de la communauté Peul, nous ne sommes même pas d'accord que cela soit appelé un conflit intercommunautaire. Nous sommes réticents, nous ne sommes pas d'accord pour le moment, mais beaucoup veulent dire que c'est un conflit intercommunautaire, un conflit entre Dogon Peul, un conflit entre Bambara Peul, ainsi de suite. Mais nous disons non à cela, parce que c'est de l'amalgame, même vouloir que ce soit un conflit intercommunautaire. Mais parlant de l'origine, oui. Je pense quand même souvent avec les sangs, parce que souvent les sangs se déplacent. Et c'est très difficile pour les éleveurs d'avoir beaucoup d'espace pour leurs vaches. Il y a ce problème qui a toujours existé, mais nous sommes toujours parvenus à les résoudre de façon amicale. Nous pouvons dire que c'est un facteur favorisant. Ça favorisait quand même l'escalade de violence en quelque sorte, parce que chacun se sent un peu coincé dans son terroir. C'est pourquoi certains
ont quand même un certain temps pris les armes pour se défendre et pour pouvoir avoir un certain espace pour leurs vaches. Et d'autres aussi ont dit que non, avec les éleveurs, c'est très compliqué vu que nous avons besoin de terres fertiles pour pouvoir cultiver nos champs. Vous savez, donc c'est un problème qui a toujours existé. Donc, mais aujourd'hui, vu l'ampleur, vu l'escalade de cette violence, nous pouvons dire qu'il y a eu une autre main invisible qui a favorisé le tuerie, qui a augmenté le nombre de personnes tuées. Oui, on va largement y revenir, Monsieur Diko. En un mot, on peut dire que c'est un facteur favorisant. Favorisant. Alors, avant de me tourner vers le doyen présent sur ce plateau, je m'en vais d'abord demander à Monsieur Yalkoué, justement, est-ce que vous abordez dans le même sens que Monsieur Diko, parlant des origines, justement, de ces guéguerres entre Peul et Dogon? Bon, merci. Moi, je pense que nous sommes entièrement d'accord avec ces propos. On a vécu ces situations-là depuis belle lurette. Ce n'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Des petits problèmes entre éleveurs et paysans, ça n'a jamais atteint cette ampleur-là. Et nous pensons que ça, c'était un problème quotidien et nous ne sommes pas tellement d'accord que certains peut-être assimilent un peu ce problème-là avec des problèmes qui existent entre éleveurs et Peul. Et d'ailleurs, le problème, ce n'est pas entre Peul et Dogon sur ce point-là. Éleveur Dogon, il y a éleveur Peul, il y a paysan Dogon, il y a paysan Peul. Ouais, ça, c'est un problème qui existe entre nous et ces problèmes ont eu leur solution sous le Toguna, chez le chef de village, chez le commandant d'arrondissement. Voilà. Maintenant, le problème que nous vivons aujourd'hui, ce n'est pas ce problème. Comme Amadou l'a si bien dit, peut-être que ça a été un facteur favorisant. Puisqu'il y a, l'absence de l'État ici. Bon, peut-être que les gens pensent que ce qui n'était pas permis avant, peut-être qu'il s'est permis maintenant. On aura largement le temps de rentrer, comme je l'ai dit tantôt, dans les détails. Justement, monsieur le doyen, monsieur Teguete, est-ce que vous avez la même lecture de la situation parlant des origines, justement, de ces, pas conflits comme il l'a dit, hein, mais vraiment de ces petites tensions qui ont toujours existé? Avez-vous la même lecture de la situation? Malheureusement pas. Parce que c'est un problème qui a existé depuis les empires. Et ça a été géré par l'Empire du Machina avec Cheikh Amadou. Et jusqu'à l'indépendance. Ça, c'est un problème qui a toujours existé. Mais qu'on est à ce niveau-là aujourd'hui, comme vous l'avez dit, on va rentrer dans le détail, mais qu'on est jusqu'à ce niveau-là aujourd'hui, c'est qu'il y a une perte de conscience, une perte de savoir-faire, qui fait qu'aujourd'hui, les gens ont eu l'occasion de pouvoir ramener à cette rencontre de conflit de Peul et Dogon. Non, je crois que je ne suis pas d'accord quand les gens pensent que c'est un problème qu'on ne pouvait pas. On l'a géré depuis. Et ça a été toujours géré. Et les gens, quand on les a mis à Mopti, ils sont contents parce qu'entre Peul et Dogon, il n'y a pas de problème. Parce que ce sont les deux populations qui sont là. Ça, c'est des agriculteurs, ça, c'est des Peul. Et on exploite les deux. Mais maintenant, je crois, comme on va aller dans le détail, on va démontrer que la main n'est pas invisible. Elle est visible. Elle est visible. Mais il faut la combattre. Moi, c'est comme ça que je vois la chose, puisqu'on doit aller dans le détail. Donc, c'est un problème vraiment minime par rapport à ce qui se passe maintenant. Sinon, l'Empire Peul du Machina, ils ont géré ça. Le Peul, on savait que c'était les animaux. Le Bozo, on sait que c'était l'eau. Et les Dogon, on sait que c'est la terre pour la culture. Et ils vivaient ensemble. En parfaite harmonie. En parfaite harmonie. Et jusqu'à l'indépendance d'ailleurs, jusqu'au coup d'État de 91 d'ailleurs. Moi je pense que je ne veux pas dire que la démocratie nous a donné des problèmes, mais ça ne nous a pas facilité la tâche. D'accord, voilà. D'accord. On aura également le temps d'approfondir la réflexion au cours de cette émission. Alors, monsieur Samasekou, vous qui êtes à la tête d'une plateforme qu'on appelle Sauvons la région de Mopti, j'ai envie de dire la Venise malienne, cette belle région. Alors, qu'est-ce qui explique véritablement la résurgence de ces violences intercommunautaires dans notre pays, notamment justement à Mopti et dans les différentes localités de la région? Merci beaucoup, Bradox. Je vous remercie par rapport au thème même que vous avez, par rapport au titre même de l'émission. Quand j'ai vu le titre, j'ai dit, ah, voilà quelqu'un qui a bien compris la crise. Parce que vous n'avez pas dit guerre intercommunautaire, vous n'avez pas dit Peul, Dogon, vous avez dit crise au centre. Et réellement, au centre, il y a une crise. Et dans la plateforme, souvent, la région de Mopti,
nous n'analysons pas les problèmes sous un prisme ethnique ou communautaire. Non, nous, on ne rentre pas dans ce débat-là. Mais dans les vivre ensemble, il y a toujours une compétition autour des ressources naturelles. Cette compétition a toujours existé. Et l'éleveur qui faisait son élevage il y a 30 ans, 40 ans, donc la famille s'agrandit, les animaux aussi, le nombre d'animaux aussi augmente. Le cultivateur qui est connu dans la zone comme de Dogon majoritairement, ça aussi, il a besoin de plus de terres parce que la famille aussi s'est agrandie. Et avec la modernisation des moyens agricoles encore, donc il y a eu une mutation même entre les deux activités, puisque tu vas trouver aujourd'hui un Peul qui est agriculteur, tu vas trouver un Dogon qui est éleveur. Donc cette mutation, tout ça là, ça peut être des petites sources de conflits. Mais toutes ces sources-là n'expliquent pas la situation qu'on est arrivé aujourd'hui. Cette situation nous est arrivée, en tout cas, ça a commencé à dégénérer à partir de 2012, quand le Moudjahou est venu s'installer à Douanza. Donc quand le Moudjahou est venu s'installer à Douanza, et Moudjahou, avec l'interdépendance entre ces groupes qui sont mal organisés, des groupes de ces criminels-là, donc ça a sorti le phénomène Amadou Koufa. Et Amadou Koufa a commencé à assassiner, à égorger des chefs de village Peul. Donc, vous voyez, donc c'est parti du terrorisme. Tout ça, c'est parti de cette affaire de terrorisme de 2012. En tout cas, à notre analyse, s'il y a des victimes à Mopti, ce n'est pas une victime Peul, ce n'est pas une victime Dogon, mais c'est une victime de la région de Mopti. Et nous, notre rôle aujourd'hui là, c'est de tout faire pour le retour de la paix dans notre région. Nous travaillons de nuit comme de jour. Tout ce qu'on fait, toutes les bonnes volontés, toutes les personnes qui savent qu'ils ont une quelconque idée et qu'ils nous aident pour que la paix puisse revenir à Mopti. Puisque quand Mopti qui lie le nord au sud, quand Mopti n'existe pas, il n'y a pas le Mali. Monsieur Samasekou, merci beaucoup d'avoir répondu à cette question. Alors vous avez touché du doigt justement un phénomène, le phénomène Koufa, Amadou Koufa. J'ai envie de me tourner vers le doyen. Vous l'aviez dit, le Mali ne connaissait pas autant de tensions, autant de milices avant la crise de 2012-2013. Quels peuvent être fondamentalement les facteurs explicatifs de l'émergence de plusieurs groupes d'autodéfense qui se muent en milices aujourd'hui au centre du pays, Monsieur Teguete? Bon, merci bien. Vous savez, difficilement, moi, je parle des groupes milices, Amadou Koufa, autres. Pour moi, on a donné l'occasion à des personnes de se regrouper pour faire du mal. Amadou Koufa, pour qu'on parle de lui, il a fallu quand même qu'il y ait Konna. Oui. Parce qu'avant Konna, on ne connaissait pas Amadou Koufa. Oui. Donc il faut parler de ce qu'il a amené. C'est-à-dire que le genre a été débordé par des terroristes, des soi-disant djihadistes, que moi j'interdis même d'appeler djihadistes parce que le djihadisme est une qualité religieuse. Absolument. Donc, voilà. Donc pour moi, ce n'est pas des djihadistes, c'est des bandits, c'est des terroristes, c'est des voleurs. Mais on a donné l'occasion à certains d'entre nous de dire qu'on va créer des milices d'autodéfense. Et on en a créé. Mais des fois, ça a débordé aussi. Quand je crée une association avec maman pour défendre le Kouriangé, tout de suite, quelqu'un d'autre crée une autre à part de Konna pour dire qu'il va défendre Konna. Pendant ce temps, il est en train de me combattre à Kouriangé. Donc on n'a pas modernisé, on n'a pas, je sais pas, il n'y a pas d'homogénéité entre les groupes. Oui. Il n'y en a pas. Donc on a créé n'importe quoi, on a créé de la pagaille. Vraiment, je crois que on n'avait pas raison d'accepter la création de ces milices-là. On n'avait pas raison de l'accepter. On l'a accepté parce que peut-être on pensait que ça pourrait nous servir à quelque chose. Parce que si je prends par exemple le cas de la milice populaire du Mali, avec Modibo, ou bien si je prends le cas des brigades de vigilance du Mali, avec Modibo, ça c'est des gens qui étaient là pour défendre l'intérêt du pays. Et ça c'était pas des milices, c'était national. Et c'était bien organisé. Du début à la fin, on savait qui a fait quoi. Mais pour créer un nom comme ça pour défendre les gens, c'est pas facile. Donc là, vraiment, moi, je suis même pas d'accord avec le nom milice ou djihadiste, tout ça, là, c'est pas vrai.
Mais la main réelle, là, on va en parler parce que je crois qu'on aura le courage d'en parler. Oui, 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 la main visible, vous l'aviez dit, il faut qu'on arrive, il faut qu'on arrive à la couper, cette main. Mais quand vous dites on ne devrait pas accepter justement la création de ces milices, vous voulez parler de qui? Qui ne devait pas accepter justement la création de ces milices? Est-ce l'État? Bon. Est-ce la société civile? Merci. Ou tout le monde est coupable? Tout le monde est coupable, à commencer par l'État. D'accord. L'État a besoin d'aujourd'hui d'une prise de conscience et d'une remise en cause. Mais l'État ne le fera pas sans la société civile. Il faut qu'on ait une société civile forte, réelle, accepte de combattre et obliger l'État à faire ce qu'on veut qu'il fasse. On a tous accepté, les peuples ont accepté, les Dogons ont accepté, les Bourgeois ont accepté, nous avons tous accepté. Mais maintenant, puisque ça ne va pas, on a vu que ce n'est pas bon. Il faut nous remettre en cause pour corriger. Mais à commencer par l'État et la première institution de la République. Absolument. Alors, je reviens vers les deux associations assez représentatives dans ce studio. À ma droite, Monsieur Diko. Diko, les associations justement qui militent en faveur de la promotion d'une culture soi-disant Peul ou Dogon, par exemple, chercheraient-elles par des moyens assez rusés à se transformer en milice, et à quelle fin? Bon, je dirais en aucune façon, aucune association culturelle n'est là pour créer une milice ou ni pour se transformer en milice. C'est bien d'apporter la précision. Bien sûr. Nous sommes là et nous prêchons toujours la paix. Nous voulons que la paix revienne. Parce que qui veut parler de la culture, il faut retrouver la paix d'abord. Ça fait longtemps qu'on ne peut plus chanter ni danser, ni enseigner même la langue fulfulde. Donc c'est malheureux de constater qu'aujourd'hui, c'est des gens qui meurent par centaines. C'était par dizaines, maintenant par centaines. Donc c'est vraiment très douloureux. Très triste. Oui. Très triste. Nous ne sommes pas là pour créer des milices et nous n'allons pas créer des milices. Et parlant de ces milices, moi je pense que quelque chose a favorisé la création de ces milices. D'abord, c'est la fuite de l'État, de l'armée malienne au nord. Et quand l'absence, ils ont fui. Appelons les choses par leur nom. Parce que moi j'étais là-bas, j'ai vu comment les chars, les blindés fuyaient. Je n'ai pas entendu, j'ai vu. Et quand l'État a fui, et quand l'armée a fui, a laissé le nord entre les mains des djihadistes, qu'est-ce qui s'est passé? Tout le monde était dans une insécurité totale. C'est les djihadistes, bon, on ne va pas les appeler djihadistes, des bandits armés, des terroristes oui, qui terrorisaient les populations, qui faisaient tout ce qu'ils voulaient là-bas. Vous comprenez? En toute liberté. Ça fait plus de 9 mois, 10 mois, il n'y avait rien. C'est après l'intervention française que la France les a repoussés. Après ça, nous avons vu tout de suite la naissance de Gatia. Gatia, c'est une milice, parce qu'on dit groupe d'autodéfense des Imerades et alliés. Touareg et Imerades et alliés, c'est ça Gatia. Gatia oui. Donc, et puis dirigé par un militaire, et c'est dirigé par Général Gamou. Donc c'est des miliciens. Ils ont commencé à avancer, et au fur et à mesure, après l'accord d'Alger, certaines populations, surtout les populations du centre, ou bien certaines communautés du centre, ont compris tout de suite que avec le DDR, seuls les Touaregs peut-être, et ceux qui ont eu la chance de créer des milices en avance qui vont intégrer dans le DDR. Donc ça a poussé aux autres à créer, si je comprends bien. Surtout, je vais parler de la milice d'Ana Amasagou par exemple. Elle a été créée le 1er décembre 2016, après les accords d'Alger en 2015. Et là, si dans le cadre du DDR, pour que les Dogons intègrent ou que les Peuls intègrent, ça serait très difficile parce qu'ils n'avaient pas de milices, ils n'étaient pas concernés. Ça concernait seulement les Touaregs, les Tamashek du Dijon et certains groupes ethniques du Nord. Donc moi je peux dire que ça a été aussi un facteur favorisant pour que certains pensent à créer des milices. Mais ça aussi, ça a tourné très mal parce que le DDR n'a pas pu fonctionner et que la circulation libre des armes légères ou même des armes, toutes sortes d'armes, ça favorisait encore à créer d'autres milices. D'autodéfense, disons, parce que c'est ce qu'elles nous disent. Mais on ne sait pas ce qu'elles font réellement si ce n'est le banditisme. Vous comprenez? Donc c'est ça, nous ne sommes pas là pour créer des milices, nous ne soutenons pas des milices, nous ne sommes pas avec des milices. Il faut que cela soit clair dans la tête de tout un chacun. Nous prêchons la paix, nous travaillons pour le retour définitif de la paix. Oui, comme tout bon citoyen malien d'ailleurs. Alors la même question est valable pour M. Yalkoué. Est-ce que les associations, les différentes associations chercheraient-elles à trouver des moyens assez rusés pour se transformer en milice?
Pas du tout. Pas du tout. Moi, je pense qu'il faut apporter un démenti clair à ce niveau. Et formel. Et formel. Parce que les gens pensent que l'association Guinadogon et l'association Taptal Plog sont deux associations rivales. Et qu'on nous assimile tout de suite que s'il y a un problème de Peul, c'est l'association Taptal Plog qui répond. S'il y a un problème de Dogon, c'est l'association Guinadogon qui répond. Non, les associations sont créées avec des objectifs bien précis. Et ces deux associations sont des associations jumelles. Une association pour la promotion et la protection de la culture malienne, appelée Guinadogon. Une association créée pour la promotion et la protection de la culture Peul, Taptal Plog. Ce ne sont pas des associations qui sont à vocation à aller créer des milices. Et vous savez très bien que les milices dont vous parlez, les milices-là ont leur organisation à part. Et que ces associations-là viennent souvent peut-être en appuyant l'État à peut-être circonscrire leur action ou à peut-être à les aider à ne pas tomber dans le piège de l'ennemi. C'est ce que les deux associations sont en train de faire. Parce qu'il y a quelqu'un qui a l'habitude de me poser la question, pourquoi créer des associations ethniques? Il faudrait les dissoudre. Non, on ne va pas les dissoudre. C'est des associations qui sont là à aider, en tout cas certaines communautés, à valoriser et à promouvoir et à protéger leur culture. Et par rapport à la prolifération des milices dans cette zone-là, vous savez très bien, comme Amadou l'a si bien dit, chez nous là-bas, l'État est totalement absent. Et même aujourd'hui, on va vous dire qu'il y a un camp de l'autre côté, un autre camp de l'autre côté. C'est pas comme ça. Il n'y a pas le maillage. Donc si vous avez un camp à Banyangara et que vous n'avez pas la possibilité de sillonner sur toutes les communes, donc les bandits là sont partout. Donc si vous êtes à Banyangara, les bandits, Banyangara commune centrale, les bandits vont tourner vers Sanga. Et si vous vous dirigez vers Sanga, les bandits vont tourner vers Lingari. Les bandits vont tourner de cette manière-là. Et c'est ce qui a poussé aux populations de prendre leurs responsabilités. Et pour la plupart, c'est comme ça. Et souvent, c'est sur le papier, comme Amadou l'a dit, c'est sur le papier 32 milices, 12 milices. Il n'y a pas autant de milices là-bas, c'est faux, c'est des bandits. C'est des bandits. Sinon que les milices qui sont sur le terrain sont connues, ils ont leurs papiers. Et je pense qu'il faut comprendre les choses comme telles, mais ne pas toujours faire le ragot de la presse que les gens ont dit ça, les gens ont dit ça. Sinon, sur le terrain, en réalité, il n'y a pas assez de milices. Voilà. Et la création de ces milices, c'est seulement vraiment l'absence de l'État et que les populations étaient laissées à elles-mêmes. Oui, l'absence de l'État, le même État qui l'a quand même reconnu. Quelque part, dans votre analyse, le doyen n'est pas d'accord avec vous parce que lui, il estime que, justement, on ne devrait pas créer ce cadre légal-là pour les milices, si j'ai bien compris. Oui, voilà, exactement. Approfondir, allez-y assez rapidement pour enchaîner sur l'autre question. L'État devrait prévenir. Oui. Depuis la naissance des festivals au niveau culturel, Festival Peul, Festival Bozo, nous avons fait le signal. Parce qu'à l'indépendance, on n'a jamais parlé de Peul, on a dit malien. Mais quand on a commencé, après le coup d'État de 68, parler des festivals de Peul, ça a commencé à favoriser déjà la séparation. La séparation, oui. Et c'est à partir de ça. Donc l'État n'a pas prévenu. Et il a encouragé plutôt. Si vous voyez les festivals au niveau des régions maintenant, c'est partout. Le festival de Bolon, le festival de Pirogue, c'est pas possible. Donc ça a favorisé justement la naissance de ces milices-là. Et qui ne dit pas son nom. D'accord, d'accord. Monsieur Teguete, alors, avant de vous donner la parole, monsieur, je vais faire réagir monsieur Samasekou par rapport au massacre récent du village d'Ogosago, synonyme d'une violence effroyable, jamais connue dans notre pays, qui a même poussé les autorités à réagir immédiatement en dissolvant Dana Ambasago, justement, et en limogeant quelques généraux de l'armée. Alors, ces mesures suffisent-elles à circonscrire la spirale de violence, monsieur Samasekou? Bon, merci beaucoup. Avant de répondre à votre question, c'est-à-dire dans le débat, vous avez dit le centre de Mali paisible, jadis, autrefois. Mais ça, c'est une illusion. Le centre de Mali n'a jamais été paisible. Mais jamais, depuis la création du Mali. Je viens. C'est les conflits là. Je vous dis, est-ce que vous savez, en 2000, il y a eu un conflit intracommunautaire à Ningari entre les Dogons eux-mêmes. Il y a une partie même qui a fui pour aller vers Burkina. Et c'était très violent. Vous venez en 2012 à Sari, il y a eu un conflit encore intra-Dogon.
Ça, c'était juste avant la crise. Ça, c'était avant la crise. C'est pour vous dire que Oui. le centre du Mali a toujours connu des tensions très élevées, mais l'État a fermé toujours les jets. Et aujourd'hui, on est arrivé au summum de la violence au centre. Parce que ça va crescendo, c'est parti doucement, et on est arrivé au summum. C'est pour revenir vers ça, pour dire que même tous les accords, des Tamara 7, des accords, les pactes pensés par les pactes nationaux, n'ont jamais tenu compte du centre. Le centre, la région de Mopti a toujours été abandonnée à elle. Donc, franchement, dire que le centre a été paisible, bon, moi, je ne partage pas cet avis-là. Pour revenir à votre question, j'allais vraiment apprécier le gouvernement, c'est-à-dire le président de la République lui-même, M. Ibrahim Boubacar, son Excellence, Ibrahim Boubacar Keïta, j'allais vraiment apprécier son acte si il était parti jusqu'à la fin de ce qu'il a commencé. Dissoudre Dana Massagou seul ne suffit pas. Certes, un acte symbolique, politiquement, bon, symbolique politiquement, mais il devrait commencer d'abord par limoger les préfets, limoger les gouverneurs, limoger les ministres de la Défense, comme à Nampala, comme à Kidal, où les 2 ministres de la Défense ont été relevés. Et là, on aurait pu comprendre que vraiment l'État commence à prendre les choses. Mais dissoudre une milice comme ça, franchement, bon, c'est il n'y a pas que la dissolution de la milice, M. Samasekou. Il y a eu le limogeage aussi des généraux. On est parti limoger des gens qui sont très loin des théâtres. Vous savez, avant les Thierry là, le gouverneur de la région de Mopti, 3 jours, il était à Bankas en train d'organiser une conférence de la paix à Bankas. Bankas, Ogosogou, c'est 13-14 km. Lui, en tant qu'un ancien de la SE, il n'a pas vu les signaux venir. Il n'a rien vu venir. Ça veut dire qu'il y a un problème. Il y a un problème très sérieux. 3 jours, tu quittes un lieu. 3 jours, un gouverneur. Après, on vient, on tue plus de 200 personnes. Le gouverneur de la région de Mopti a montré ses limites. Il doit être relevé. pas 3 jours. D'accord. C'est pas 3 jours. D'accord, allez-y. Il y a eu la réunion le 22. D'accord. Et le 23. Le 23, il y a eu l'attaque. Voilà. Ok. Il y a eu la réunion le 22. Et Précisons, 22 de quel mois? Précisons. Le mois de Mars. 22 mars. 22 mars. Vous voyez, il y a eu la réunion à Bankas qui regroupait ces donsos de Bankas, Koro, Balengara, Douanza. Et lui, il était là, parce qu'il a passé par là. Il n'a pas découvert qu'il y a une attaque. Et le lendemain, on tue 160 personnes. Je suis d'accord avec M. Mama que le président de la République pouvait prendre vraiment la responsabilité. D'aller plus loin. La lourde responsabilité d'aller très loin et on allait l'approuver. On ne va pas prendre c'est des sous-fifres qu'il a enlevés. Des généraux qu'il a enlevés, c'est des sous-fifres. Il fallait faire comme on n'en parle là, comme il l'a dit, que le ministre parte, que le gouvernement parte. Oui. Ils n'ont pas tous parti. Oui, d'accord. Ouais, d'accord. Bon, on peut pas juger l'État, le gouvernement sur une telle décision. Pourquoi ne pas relever le ministre de la... Ça appartient au gouvernement. Alors, nous, en tant que société civile, M. Teguete, qu'avez-vous fait et que faites-vous justement jusqu'à présent pour éviter... Parce que c'est bien beau de dire l'État n'a pas fait son rôle, mais il y a la société civile aussi qui est là. On est tous des Maliens. Merci. La société civile. Nous sommes pétris dans notre cœur. Je ne vais même pas en parler. D'accord, ça c'est bien compris. Alors je me tourne vers les 2 associations, Djina Dogon et Tapital Poulakou. Il y a M. Samasekou qui parlait à l'instant de conflits intra-communautaires. Il a fait allusion justement à ce massacre entre Dogon. Vous, en tant qu'association, justement, qu'aviez-vous fait pour éviter ce genre de massacre? Bon, merci. Moi, je pense que ce n'était pas ça la question. Lui, il s'en a fait hors sujet. Sinon, il a parlé... Il a fait hors sujet. Il a fait hors sujet parce que vous avez demandé la dissolution de ces milices, des milices d'Aramassou. Il y a répondu quand même. C'est là. Bon, je pense que ça, c'est un problème. Et comme j'ai dit qu'on a toujours géré. Pour un conflit intracommunautaire, le problème dont il parle, moi, je suis originaire de Ningari. Il n'y en a même pas eu 2 morts. Les 2 populations vivent paisiblement, c'est les mêmes populations, c'est les mêmes parents qui sont là, il n'y a pas de problème. Mais le problème qu'il parle de Sari, ça c'est un problème intercommunautaire. C'est un problème intercommunautaire, mais ça n'a pas été un problème qui a la même couleur que ce que nous voyons. Parce que c'était juste un problème de gestion du puits. Gestion du puits, le problème de Sari dont il parle. C'est vrai, la population Peul actuellement est refusée à Burkina, c'est vrai, c'est réel,
mais c'est un problème qu'on est en train de gérer avec l'association Capital Bloc et l'association Djina Dogon. Et toujours dans la neutralité, parce que nous menons les missions conjointes. Djina Dogon, Capital Bloc, nous partons ensemble. Pour revenir à votre question, la dissolution de la milice Dana Amasaou, bon, l'association Djina Dogon a pris acte de la décision du gouvernement, mais avec réserve. Quelle est la réserve? Parce que c'est une organisation qui est connue de tout le monde et que tout de suite avec le mouvement ou tout de suite avec l'attaque de Rossaou, de dissoudre cette association, vous donnez l'impression aux autres que c'est l'association qui est responsable. Donc l'association Guinaro a dit, avant même les résultats de l'enquête, plusieurs milices existent là-bas parce que l'association dans l'Amazon a donné aussi le nom d'autres milices qui sévissent dans cette zone-là et que les autres associations, on n'a pas les dissous et on a dissous seulement l'association Dana Amasaou. Guinarogo a pris acte. Puisque Dana Amasaou c'est une association, Guinarogo est une association culturelle, donc les deux associations ne peuvent pas parler de la même manière. Parce que Dana Amasaou dit que nous ne sommes pas d'accord, mais Guinarogo prend acte de ce que le gouvernement a pris comme décision. Mais avec réserve parce qu'il y a d'autres milices qui sont là qu'on n'a pas dissous et Dana Amasaou a été dissous pour donner l'impression aux autres que c'est cette association qui est l'auteur de ce qui s'est passé. Voilà, donc c'est ça qui est un peu regrettable. Maintenant, limoger le gouverneur et tout ça, là, je pense que ça c'est le gouvernement de prendre cette décision. Un gouverneur n'a pas été limogé. Bon, je pense que ça c'est... Oui, des généraux qu'on a... Voilà. Bon, non, c'était... On dit de limoger le gouverneur, limoger le préfet. Moi, je pense que c'est le président d'apprécier ça. Oui. Voilà, qui est l'auteur, qui est responsable. Donc, les responsables doivent être limogés. Je demande une motion, hein, parce qu'il a parlé de hors-sujet. Je crois que c'est M. Yalkouye qui a plutôt fait un hors-sujet. Au lieu de répondre à la question, moi je demande une petite parenthèse pour reculer un peu par rapport à la première question. C'est là où j'ai parlé de Nyangari. Mais vous aviez quand même dit que le centre du Mali n'a jamais été paisible. Voilà, c'est pour venir à cette première question-là. On peut réellement dire que le centre n'a jamais été paisible. C'est une illusion. Je vais te dire, hein, ça c'est une illusion. Moi je suis de Mopti. Le centre du Mali n'a jamais été paisible. C'est une illusion. Ça n'existe pas. Cette paix-là que vous êtes en train de... que tout le monde est en train de faire croire là. C'est vrai, ça a augmenté, je suis d'accord. Ça a augmenté avec les rancœurs, avec beaucoup d'autres choses. Mais, ce que je l'ai dit, il a dit, ouais, c'est des petits puits. Ouais, ça, c'est son avis et c'est son appréciation du problème. Oui. Mais moi, des informations que je possède, je ne peux que donner ces informations-là. Ça, c'est un. De deux, encore, les associations culturelles. Moi, tu me mets à la place du gouvernement aujourd'hui, je les exclus sur les questions sécuritaires. Carrément sur les questions sécuritaires. Il faut aller au-delà de la simple dissolution d'Dana Amasaou, il faut tout mettre à plat. Non, il faut tout mettre à plat. Et il a dit aussi, ouais, c'est le président qui doit apprécier. Si le président doit apprécier, on ne doit même pas être sur ces plateaux-là pour faire des analyses. C'est pas l'appel même de parler. On s'assoit, on regarde. Et le gouverneur de la région de Mopti, pour que nous on a dit, parce que nous l'avons fréquenté, je sens que Yalkouye ne fait pas beaucoup de choses avec ces gens-là. Quand tu vois des gens bloquants, des gens qui bloquent un système, tu es obligé de dire, ah, si on changeait. Chaque jour, il répète la même chose. D'accord. Bon. D'accord, on va se calmer un peu quand même autour de cette table et donner la parole au doyen. Êtes-vous réellement d'accord quand M. Samasekou dit que le centre n'a jamais été paisible? Je vais l'expliquer. Non seulement je suis d'accord, mais je vais même expliquer mieux. Le centre, depuis 1947, on a eu le problème des body qui existe. Après 1947, il y a eu ça Salvé. Ça, c'est des problèmes. Et maintenant, là, ce qui vous appelle paisible, je le comprends. Parce que quand on demande aux gens d'aller à Mopti, ils vont là-bas, c'est pour pouvoir exploiter ce que je vous ai dit. C'est la corruption qui naît là-bas. Ils vont s'enrichir. Et on est obligé de les calmer. Sinon, on n'a jamais été paisible. Non. On n'a jamais été. Mais on nous a toujours exploité en tant que citoyens exploitables. Par la corruption. D'accord. Voilà, c'est ce qu'on appelle, les gens disent qu'on est paisible. Parce qu'on nous exploite. Sinon, on n'est pas paisible. On souffre plus que n'importe qui. Et on continue encore de souffrir. On va faire réagir l'association Tapital Poulako par l'intermédiaire de M. Diko. Alors, certaines sources nous révèlent que les conflits intercommunautaires ont fait plus de 500 morts depuis le début de la crise en 2012-2013. Alors, n'y a-t-il pas cependant un amalgame que l'on fait et à tort pour donner justement une connotation conflictuelle à la chose, M. Diko?
Très bien, mais avant, moi, j'aimerais quand même revenir un peu en arrière. Oui, mais assez rapidement. Oui, assez rapidement, parce que les cas d'Ogosagou... Parce que le temps presse, on n'a qu'une demi-heure, et malheureusement, on s'achemine vers la fin de l'émission. Je vous comprends. Moi, je pense que ce qui s'est passé à Ogosagou, c'est une tragédie. Et ça mérite d'être très bien expliqué. Oui. Au lieu de se précipiter à parler de 500 morts, parce que c'est plus que 500 morts. On est au-delà de 1000 même. Si on regarde de 2018 à maintenant, on est au-delà de 1000 morts. Donc moi, je pense que je vais revenir un peu en arrière sur les cas d'Ogosagou. Parce que je pense que je suis très bien informé de ce qui s'est passé à Ogosagou, avant même les théories jusqu'aux théories. Nous avions alerté depuis 28 février 2019. Nous avions dit, attention, sur notre page jeunesse d'habitat, c'est écrit là-bas, ce n'est pas supprimé, que le village d'Ogosagou risquerait de se faire attaquer. Les autorités n'ont pas pris ça au sérieux. Après ça, le 20 mars 2019, quand la milice d'Anna Amassagou a fait un communiqué qui est dans les réseaux sociaux, qu'ils vont reprendre les patrouilles, parce que l'État ne joue pas son rôle, l'armée n'est pas présente. Ils vont reprendre, nous avons dit attention, il ne faut pas que cela soit toléré, il faut que l'État reprenne ses responsabilités. Personne ne nous a écoutés. Après ça, le gouverneur étant à Bankas, tous les chefs de camp de la milice d'Ozo ont convergé vers Bankas, ont fait une réunion de 3 jours, une rencontre de 3 jours. On discutait, on ne sait pas de quoi. On a alerté. Malgré tout ça, le 23, quand le gouverneur a quitté, le village d'Ogosagou a fait l'objet d'une attaque. Un massacre qui ne dit pas son nom, même dans un crash d'avion. Ouais. Et à 13 km de Bankas, étant à Bankas, tu entends le coup de fusil. Et personne n'a intervenu alors que des mirages pouvaient quitter jusqu'en France pour venir savoir qui est en train de faire ce qui se passe. Je peux dire le premier responsable, c'est l'État malien, qui est complice avec la milice qui pouvait secourir ces gens, ces paisibles maliens, parce qu'ils disent qu'ils sont là pour sécuriser les personnes et de leurs biens, de tous les ressortissants de Mopti. Moi, je pense que de tous les 4 cercles, quand même, au minimum, ils ne sont pas là-bas pour secourir un Dogon laissé un peu, ou secourir un Somono laissé un peu. À ma connaissance, si tu es là pour secourir, tu es une milice qui est connue, qui a des camps à peu près dans toutes les communes, et tu sais qu'un village est attaqué à 13 km de chez toi, tu entends le coup de fusil, et c'est une milice qui a attaqué ce village, toi tu es une milice qui est connue de tous, tu dois quand même réagir pour faire savoir à la communauté malienne que ce n'est pas toi le responsable, c'est une autre milice qui est venue s'attaquer à ce village, et tu as porté secours à ce village. Ils n'ont pas fait ça, c'est après qu'ils sont sortis pour dire que ce n'est pas eux, ils ne sont pas les responsables. C'est facile de parler. Et c'est une milice qui a fait ce travail, cela est clair. Que ça soit, parce que nous avons toujours pointé du doigt même aux militaires maliens, nous avons dit que dans cette milice de Dana Amassagou, il y a des radios de l'armée malienne, il y a même des militaires maliens qui ne sont même pas des radios qui enlèvent simplement les tenues pour porter des tenues de dozo pour passer à l'acte, cela se passe. Et il ne faut pas oublier aussi que ça fait suite à l'attaque de Djoura, 6 jours après. Il y a eu ça, on ne sait pas si c'est pour se venger. Cela est possible, donc je pense que l'enquête doit être très très indépendante et à la fin de cette enquête qu'on puisse comprendre qui est responsable de tout ça. Dissoudre Dana Amassagou n'est pas la solution. Ils auraient dit arrêter tous les responsables de Dana Amassagou d'abord. Récupérer toutes les armes. Parce qu'aujourd'hui, là où je vous parle, Dana Amassagou continue de faire tout ce qu'elle veut. À Douanza, par exemple, de chez moi, à 3 km, ils sont là-bas, ils rentrent, ils font ce qu'ils veulent. Et quand ils partent vers leur base, ils t'arrêtent si tu peux. Vous voyez? Donc, ils sont tolérés, encouragés et continuent de faire ce qu'ils veulent. Donc, la dissolution seulement n'est pas la solution. Les généraux ne sont pas responsables de ce qui s'est passé. Donc, je reviens un peu à ce que vous avez dit. À votre question qui parle ici de quoi même? Qu'est-ce que la société civile fait? Oui, l'amalgame pour éviter... justement. Vous savez, les théories, aujourd'hui, on ne sait pas qui est qui. En général, quand on essaie très bien regarder la question, entrer en profondeur, on ne sait pas qui est qui. Souvent, même hier, moi je sais que j'ai des informations, c'est des militaires maliens qui étaient venus dans mon village, enlever 2 jeunes peuls à Nokara, et j'ai appris que les 2 jeunes ont été tués. Donc tout le monde tue. Les militaires peuvent tuer, les milices peuvent tuer, les terroristes, bandits terroristes peuvent tuer, il y a des règlements de compte, et on ne sait même plus qui tue qui. Donc dire que c'est un conflit intercommunautaire qui a occasionné les 500 morts, c'est erroné. Absolument. C'est erroné. Absolument. Voilà. Absolument. Alors justement, qu'il faudrait-il faire pour éviter toute cette confusion? On ne sait pas qui tue qui, on ne sait pas qui fait quoi. Alors pour éviter l'amalgame, monsieur Teguete, est-ce que les associations, justement les différentes associations, est-ce que la société civile, est-ce que vous vous attelez à recoudre le tissu social en prouvant
disant justement que cette crise ne peut être attribuée justement à un conflit interethnique. Je ne cherche de répéter que l'État doit jouer son rôle, que l'État se remette en cause, que l'État fasse son rôle de garantie des libertés et des biens des hommes et des citoyens. Il faut commencer par là. C'est-à-dire dissoudre tous ceux qui doivent être dissous, désarmer tous ceux qui doivent être désarmés. Que ce soit seulement l'armée malienne qui soit capable de pouvoir garder ses armes pour défendre les citoyens. Il faut commencer par là. Tout le reste là, association, groupement, tout ça là, je crois que il faut que l'État d'abord s'assume et que nous accompagnions l'État dans ça. C'est-à-dire le fait qu'on va à la télé dire Anga Sodasou de Beninkela, Anga Sodasou de Anga Tougouko. Mais c'est ça, c'est des farces. C'est des farces. Non. Si l'armée joue son rôle là, on est obligé de les supporter. Mais il n'a qu'à jouer son rôle. Au lieu de venir demander aux gens à Bamako, Anga Sodasou supporter, on n'a pas besoin de ça vraiment. C'est de la démagogie pure et simple. D'accord. Alors, Monsieur Samasekou, la plateforme Sauvons la région de Mopti, que faites-vous justement pour récoller les morceaux, pour récoller le tissu social, pour qu'il y ait cette cohésion, pour qu'il y ait cette entente entre Maliens? Je dis bien entre Maliens, pas qu'entre Dogon, Peul, Bozo, Bambara, non, entre Maliens. On a besoin justement de cela aujourd'hui. Oui, et Bradox, merci quand même. Et la plateforme Sauvons la région de Mopti, et d'abord, c'est une plateforme qui regroupe tous les cercles de la région de Mopti et il n'y a pas de problème d'ethnie. Déjà, c'est un bon début de mettre tout le monde ensemble pour qu'on parle des problèmes de la région. Ça, c'est un. Secondo, encore, on a organisé des conférences. On a fait des marches. Marcher pour Mopti. Hein. Marcher pour Mopti. Marche pacifique, on dit bien. Oui, marche pacifique pour Mopti, pour dénoncer ce qui se passe à Mopti. Parce qu'aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, Brados, quand on est parti à Mopti, on a vu tous les cycles économiques étaient à terre. Les jeunes étaient assis, ils étaient au chômage. On est venu, on a fait des documents pour alerter le gouvernement. On a fait un document où on a proposé beaucoup de solutions. On est parti, le Premier ministre nous a reçus. Nous a reçus en 2018. Mais quand il nous a reçus, on était à l'approche des élections. Il a bien apprécié notre travail. Il nous a adressé des belles paroles. Mais ce travail devrait continuer après les élections, que ce soit lui ou pas. Donc, bref, on sensibilise. On organise des caravanes de sensibilisation. On est en train de préparer des conférences. On a beaucoup de choses qu'on est en train de préparer de notre côté. Mais quoi qu'on fasse, si l'État ne prend pas ses responsabilités, parce qu'aujourd'hui, la seule chose qui peut apaiser un peu, c'est de placer des bases militaires dans les zones de conflit, désarmer, comme le douanier l'a dit, tous ceux qui doivent être désarmés. Et puis, il y a une charte pastorale. Depuis le 2011, ça a été, elle est là. Elle a été promulguée, elle est là, la charte pastorale, de l'appliquer intégralement et donner à ceux-là qui doivent l'appliquer pour qu'ils appliquent. Sinon, Bradox, la crise, ça serait pire encore. On n'a rien vu d'abord. Non, on ne souhaite pas. On ne souhaite pas. Mais si on essaie de maquiller les choses, sans dire les choses telles que... Vous savez, toute la jeunesse de Mopti qui ne travaille pas aujourd'hui là, ils sont assis. Ils sont assis parce qu'avec la crise, les touristes ne partent plus. Les hôtels sont fermés. Les guides touristiques, les antiquaires, tous ces beaux mondes là, on avait fait un document pour que l'État prenne des dispositions pour leur reconversion. Mais l'État reste sourd. Hein. L'État reste sourd à tout ce que nous disons. Mais nous, de la région de Mopti, nous avons le sentiment que l'État nous a abandonnés. La société civile, on fait toutes les équations, on met toutes les équations mathématiques, mais on va voir 80% des actions qu'on veut mettre en œuvre, il faut l'accompagnement de l'État. Donc l'État n'existe pas pratiquement dans la région de Mopti. Pratiquement l'État n'existe pas. Mais pourtant, monsieur Samasekou, il y a le gouverneur, il y a un gouverneur là-bas, il y a des autorités locales. J'ai bien envie de dire que l'État fait des efforts justement pour aider les populations à sortir de cette situation. On s'achemine pratiquement vers la fin de cette émission. Il ne nous reste plus que 5 petites minutes. Alors, moi, je voudrais juste savoir que faudra-t-il faire, puisqu'il y a certains analystes étrangers qui parlent d'un Mali au bord de l'implosion. Assistons-nous réellement à un risque d'embrasement pour faire un dernier tour de table? Assistons-nous réellement à un risque d'embrasement, monsieur Diko? De toutes les façons, je peux vous dire que le risque est là. Si rien n'est fait, tout peut arriver à partir du moment où les gens s'entretuent. Et on ne sait pas qui tue qui,
moi je pense que nous devons faire très attention. Les Maliens doivent comprendre qu'ils sont tous les mêmes. D'abord, nous sommes tous des fils d'Adam, nous sommes tous des croyants, nous sommes tous des Maliens. Donc respectons ces éléments-là qui vont nous permettre de vivre ensemble. C'est ce qui est plus important. Il faut que les Maliens prennent au sérieux ce qui se passe. Il faut aussi que les Maliens acceptent de se dire la vérité. Tant qu'on continue à maquiller les choses en ne voulant pas dire ce qui se passe réellement, quand tu dis la vérité, on va dire que toi tu es incendiaire, des choses comme ça. Moi je pense que la paix sera très difficile. Donc il faut se dire la vérité, il faut s'accepter mutuellement, il faut entretenir l'essentiel au lieu de dire que je suis Peul, je suis Dogon, je suis Bambara, je suis je ne sais quoi. C'est ce que j'ai à vous dire. Merci d'être venu. Pouvez-vous nous confirmer sur ce plateau qu'il y a une parfaite cohabitation entre Peul et Dogon sur ce plateau? Il n'y a vraiment pas de problème. Aucun problème. Moi je peux dire que ça favorise. Aujourd'hui, lui, Yalkoué est mon intime ami, je peux dire. Et donc il n'y a rien. Absolument. On est ensemble. Merci. Merci d'être passé, M. Diko. Alors, Monsieur Teguete, Amadou Bokar Teguete, qu'auriez-vous préconisé pour que nous n'assistions pas justement à cette implosion au Mali? Vous dites qu'on risque. Teguete pense que nous y sommes déjà. Le Mali n'a jamais été aussi bas que cette période. Pas de sécurité, ni alimentaire, pas de sécurité au niveau des Bamako, pas de sécurité au niveau des routes. On ne sait pas à qui il faut s'adresser. Le Mali n'est jamais tombé aussi bas que ça. C'est-à-dire, nous, la proposition qu'on a à faire, c'est très simple. On réunit tous les Maliens, d'où qu'ils viennent. C'est-à-dire, quand on dit qu'on va faire une réunion exclusive, on enlève X, ça veut dire que jusqu'à présent, on n'a pas la solution du problème. IAD là, je vais dire son nom. Les gens pensent que IAD est un danger. IAD n'est pas un danger. IAD n'est pas plus fort que moi. Adoué, là, il n'est pas plus fort que moi. Pourquoi on l'exclut? Pourquoi ne pas l'appeler pour qu'on discute des problèmes du Mali? C'est un Malien. Mais le problème, c'est qu'il est même introuvable. Non, mais c'est pas vrai. Oui. Mais c'est pas vrai. Où aller le dénicher? Non, on ne le déniche pas. On ne le déniche pas. Je parle de ce que je suis en train de vous dire. Je parle de ce que je connais. Moi, en 2014, j'ai été prendre les prisonniers au niveau de Ber, dans la région de Mokta avec la Zawad. Je suis resté une journée avec eux. On m'a donné 12 détenus. Ils sont partis à 200 km de ville. C'est des gens qui veulent, eux aussi, discuter. Ils m'ont dit, ceux-là qui parlent à notre nom à Bamako ne sont pas nous. Vous êtes des Maliens. On vous donne des détenus parce que vous aimez le Mali. Mais il faut qu'on appelle les gens. Oui, absolument. Les gens vous disent qu'il ne faut pas les parler. Il ne faut pas les parler pendant ce temps, c'est eux qui sont en train de le couvrir en Algérie. Les gens disent qu'il faut les parler pendant ce temps, c'est les armes qu'il achète, c'est les Américains qui lui vendent ça. Non. Vraiment, soyons sérieux. Soyons sérieux. Reconnaissons seulement le Mali, rien que le Mali. Rien que le Mali. Voilà. Et voilà. Comment faut-il faire pour couper justement la main visible? La main visible, pour la couper, il faut appeler tous les Maliens. Tous les Maliens. Autour du table. Mali, autour du table et qu'on en parle. D'accord. Merci. Merci d'être passé, Monsieur Teguete. Monsieur Yalkoué, pouvez-vous aussi nous confirmer sur ce plateau qu'il y a une parfaite harmonie, une parfaite cohabitation entre vous, Dogon, et justement votre ami Peul? Il n'y a jamais eu de problème interethnique au Mali? Non, il n'y a jamais eu de problème interethnique. Même le problème dont on est en train de parler, ce n'est pas les associations. C'est une association internationale. Nous, notre association, c'est une association internationale. Nous ne sommes pas organisés seulement de façon locale. Donc nous, on nous fait appel pour notre expertise, ce que nous pouvons dire à nos communautés. C'est pourquoi j'ai dit qu'il faut faire extrêmement attention, parce que vouloir dire de dissoudre Guinea Dogon, vouloir dire dissoudre tel bloc, c'est de nous taxer d'être responsables de ce qui se passe, alors que nous ne le sommes pas. C'est très dangereux. Alors que nous ne le sommes pas. Donc il ne faut pas créer des problèmes là où il n'y en a pas. Et aujourd'hui, il faut que les uns et les autres se parlent. Comme le doyen l'a si bien dit, nous voyons réellement que la case brûle. Si la case brûle, chacun va contribuer, chacun va apporter, n'est-ce pas, de l'eau pour éteindre le feu. C'est ce qu'il faut faire. Mais ne pas taxer tel groupe d'être responsable, tel groupe d'être responsable. Ça, c'est le passé. Donc moi, je pense que quand on va nous retrouver sur la même table, on va se dire la vérité, même si on va faire 2 heures pour se boxer, mais on va revenir vraiment à la raison. Moi, c'est ce qu'il faut faire. Non, c'est ce qu'il faut faire. À Mopti, appeler tout le monde là, on va se boxer là-bas, mais on va revenir à la table et on va revenir comme on était avant. C'est ce qu'il faut faire. Mais ne taxez pas tel groupe ou tel groupe responsable. Parce que nous-mêmes, les acteurs là, nous ne savons pas qui fait quoi.
Il a confirmé tout à l'heure. Oui. Il ne sait pas exactement. Il est en train de faire des imaginations. Il ne peut pas vous donner la preuve concrète qu'aujourd'hui, c'est Dan Amasakou qui a fait ça. Moi, non plus, je ne peux pas vous donner la garantie que ce n'est pas Dan Amasakou qui a fait. Donc, c'est pour vous dire que il faut analyser la chose de façon sérieuse. Et qu'on laisse vraiment les suspicions ou l'amalgame et tout ça là de côté. On se retrouve à Mopti qu'on parle vraiment clairement de ce qui se passe dans la région de Mopti. Merci d'être passé. J'espère bien qu'on aura une autre occasion pour pousser davantage le débat, la réflexion. Dernier mot, Monsieur Samasekou, quelle alternative en fin de compte pour non pas sauver la plateforme, la plateforme sauvant la région de Mopti, mais la plateforme sauvant le Mali? Quelle alternative? Oui, et vous avez dit qu'on est au bord de l'implosion. Le doyen vous a répondu, il dit on est déjà, ça implose déjà. On ne le souhaite pas. Donc, moi, ce que je voulais dire, je partage parfaitement l'avis de M. Yalkoué qui dit il faut qu'on se retrouve. Qu'on se retrouve, même si on va se boxer, comme il l'a dit. Et encore, les deux associations, sœurs, jumelles, ont reconnu que aucune association ne sait pas qui tue qui, pourquoi on tue et pour quelles raisons. Personne ne le sait. Donc, c'est normal aujourd'hui que les gens se trouvent. C'est pour cela que le forum qui est en cours de préparation dans la région de Mopti, nous, plateforme Sauvons la région de Mopti, nous soutenons ce forum et nous allons aussi apporter notre contribution pour le retour de la paix. Mais quand même, une chose quand même est sûre, si les gens disent de dissoudre, moi je ne dirais jamais de dissoudre des associations culturelles là. Elles ont toute leur importance. Et c'est dirigé par des personnalités vraiment qui peuvent apporter beaucoup. Mais sur ces questions sécuritaires là, quel que soit ce que M. Yalkoué va dire, le peuple qui l'écoute là, il va dire c'est des paroles, que ça soit vrai ou bien c'est faux. Et la même chose, Diko, quand on crée la plateforme Sauvons la région de Mopti, Diko était là, même certains désignaient Diko comme président. Mais lui-même, il a dit Samasekou, moi, avec ma casquette Peul là, si je mets dans ça, ça peut amener des problèmes. Donc, moi, je te laisse la latitude de gérer cette plateforme-là pour qu'on puisse se comprendre. Donc, c'est pour dire que moi, ma position est que ces deux associations-là, ils doivent être exclus, c'est-à-dire sur les questions sécuritaires-là, il ne faut pas les faire, c'est-à-dire venir ou bien non, il faut laisser, comment on appelle ça, l'état zéro. On peut appeler Yalkoué en tant qu'expert de la raison. Moi, pas en tant que... Quand il dit expert de la raison, il est mieux écouté qu'il vienne en tant qu'expert de Guinée Dogon de la raison. Tous les pays, pratiquement 80% vont dire que non, c'est des propos tendancieux, même si c'est vrai. Donc c'est pour cela que ces associations culturelles... Et puis nous sommes dans un État-nation. Dans un État-nation même. Oui, un État-nation là, ça ne marche pas avec ces associations culturelles là. Ça ne marche pas avec ces associations culturelles. Même pas Tabtel Ploko et Guinée Dogon. Mais au Mali même, on ne doit pas accepter des associations culturelles, puisque nous sommes un État-nation. D'accord, merci. Merci pour votre analyse et merci surtout pour le dernier mot. Vous êtes Monsieur Samasekou, Mama Samasekou, coordinateur justement de la plateforme Sauvons la région de Mopti. Merci d'être venu. Et nous recevions également à ma droite Monsieur Diko, Hamadoun Diko, qui est le président de la jeunesse Tapital Poulako. Et à côté de lui, Monsieur Teguete, Amadou Bokar Teguete, le doyen autour de la table, qui est le vice-président du Conseil national de la société civile. Et enfin, nous recevions également Monsieur Yalkoué, Draman Yalkoué, qui est le président jeunesse de Guinée Dogon. Merci à vous tous d'être venus partager ces quelques moments de réflexion sur le Mali, sur la nation. Et nous osons espérer le meilleur pour notre chère patrie. Ainsi se referme cette émission Sans langue de bois. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes sur Chérif la télévision et à très vite. Merci.